Donc, oui, en partant du principe qu'on a besoin de différents types de leadership et de stimuler différentes choses, en fait, en période de crise, je me suis posé la question, finalement, quel leadership pour sortir de la crise? Et quand on parle de façon générale, en fait, c'est quoi un bon leader? Si on passait un test, en fait, un questionnaire en disant pour vous, c'est quoi un bon leader? À 80%, la réponse est un visionnaire. Et c'est normal, un visionnaire, c'est un bon leader. Si on regarde un peu les clichés qu'on peut avoir, on a différents stéréotypes de leadership selon comment on se place, la posture, qui suit, qui porte, comment on distribue différemment les rôles. Et tout ça, c'est pertinent. Et si je posais une autre question, en fait, à part le fait d'être un visionnaire, qu'est-ce qui fait un bon leader? Naturellement, on va dire, c'est quelqu'un qui met en mouvement, qui donne de l'impulsion, qui va stimuler, qui va activer les choses, qui va accélérer. Et à contrario, si on vous demandait finalement si vous avez quelqu'un qui est plus dans la retenue, un ralentisseur, est-ce que ce serait un bon leader? Et là, ça interpelle. Et du coup, je vais revenir sur la question de finalement, qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui se passe pendant une crise? Vous avez peut-être vu des schémas similaires à ça. Quand on rentre dans une crise, on a un choc qui arrive assez brutalement. Au départ, on ne sait pas ce qui nous attend, puis on commence à peine à comprendre, puis on commence à comprendre qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas, puis on avance un peu, on sait plus ou moins ce qu'il y a à faire, mais on sait que ça ne sera pas évident. Et dans ce cycle de crise, différentes personnes en fait, vont passer ces étapes à différentes vitesses. Et pendant la crise, il y a aussi un phénomène naturel, humain, je dirais, presque un mécanisme de défense, qui est le stress. En fait, le stress, c'est un résultat entre l'anxiété d'un côté et l'inactivité de l'autre. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a plein de gens, pour faire face au stress, voire même pour oublier, minimiser le stress, ils vont se mettre en mouvement. Parce que quand on est dans le mouvement, on réfléchit moins, on voit moins on va dire l'état terrible dans lequel on peut être. Et puis l'inactivité, pour les humains que nous sommes, c'est souvent associé avec la morbidité, la mort, etc. Donc parfois, le fait de se mettre en action et de s'occuper permet finalement d'oublier la réalité du problème qu'on a dans l'immédiat. Et si on reprend en fait, qu'est-ce qui est nécessaire dans cette période de crise? Première phase, forcément se protéger, se soutenir les autres, les rassurer. Donc c'est ce qu'on attend d'un leader. Puis il y a une phase de planification où il faut réfléchir, stimuler cette créativité et de l'imagination pour trouver la bonne solution. Et éventuellement après, une fois qu'on a élaboré ou établi un projet de sortie, c'est là où il faut mettre les choses en action, donc le redémarrage. Et en période d'incertitude, en fait, il faut être super agile et réactif parce qu'on a des données qui sont assez changeantes et il faut pouvoir s'adapter pratiquement au jour le jour. Et bien sûr, si on s'implique, on retrousse les manches et on monte par l'exemple, c'est encore plus efficace. Donc je reviens du coup à cette période qui est la période de planification. Il faut deux choses, stimuler d'un côté la curiosité pour élargir au maximum les options, voir qu'est-ce qu'il nous est possible de faire, et aussi de la sagesse, parce que c'est la sagesse qui va permettre de filtrer parmi tout le champ du possible, qu'est-ce qui est le bon choix, quelle est la bonne stratégie finalement, ou la bonne façon de faire pour avancer et sortir au mieux de la crise. Donc du coup, si on repose la question, est-ce qu'il faut être moteur ou ralentisseur quand on est leader pendant la crise, en fait, on n'a pas plus besoin de stimuler l'action pendant la crise, parce que tout le monde est dans l'agitation, en fait. Et quand on est dans l'agitation, on ne réfléchit pas bien. Quand on est dans l'agitation, on n'est pas forcément au plus haut de sa créativité, et c'est pas là qu'on stimule l'imagination. Donc du coup, le ralentisseur, alors ça c'est un mot qui a été repris par j'oublie son nom, pardon, Giampiero Petrilieri, voilà, ça me revient. Donc lui a appelé ça, en anglais, il y a un double jeu de mots, il appelle ça le holding leader. Holding, c'est pas dans le sens holding société mère qui détient les parts, mais holding dans le sens retenu d'un côté,
mais aussi hold on dans le sens s'accrocher. Et du coup, prendre le temps de se poser, calmer, apaiser, créer cet espace en fait de, je dirais, de temps libre qui permet aux gens de réfléchir, mais pas réfléchir à tourner en rond, à s'inquiéter, qu'est-ce qui va nous arriver, ah là là, quel terrible malheur, mais plutôt réfléchir dans un climat d'apaisement, où on va être rassuré, où on va challenger les modèles mentaux. C'est là où, dans la réflexion, on va dire, finalement, tout ce que j'ai fait jusque-là correspond à un certain schéma, des clichés qu'on peut avoir, ce qu'on appelle aussi des modèles mentaux. Est-ce qu'ils sont toujours valables? Est-ce que je ne peux pas changer ou repenser un autre modèle mental et par la suite passer à l'action? Alors l'explication, elle n'est pas que intuitive ou analytique. Neurophysiologiquement, on sait qu'on a deux systèmes nerveux, le système sympathique et le système parasympathique. Le système sympathique, c'est celui qui fait les décharges d'adrénaline. En fait, c'est celui qui va être activé quand on est en mode panique. En gros, c'est ce qui est stimulé quand on est dans la fuite ou le combat. Ça va avec la haute pression, on est sous tension et c'est ça qui est stimulé. Et le parasympathique, c'est plutôt la relaxation, c'est là où on est en mode digestion, rêve, imagination, etc. Et ça produit plein de choses. Donc, quand on veut être dans l'action, le mode sympathique, effectivement, plus adapté. Quand on veut être dans un mode créativité, réflexion, c'est plutôt le parasympathique. Effectivement, le sympathique va générer plus en matière de quantité ou de vitesse quand on parle de mise en place d'application ou d'exécution. Et le parasympathique, c'est celui qui va donner plus la qualité ou la pertinence de ce qu'on est en train de faire. Donc du coup, quelles seraient les caractéristiques d'un bon leader pendant la période de crise? Bien sûr, il faut un visionnaire, ce n'est pas à la place d'eux, mais c'est en plus d'eux. On va avoir des leaders visionnaires, mais qui vont savoir ralentir et utiliser en fait chacun des deux atouts dans le bon moment. Il y a d'autres qui sont en permanence plus dans l'action que dans la réflexion. En résumant en fait ce qu'on attend d'un leader, il y a deux volets. Il y a le volet opérationnel, c'est comment j'organise le travail pour atteindre les objectifs, donc mettre en route l'exécution et tout ce qui va avec. Mais il y a aussi le côté organisationnel, c'est comment je vais engager les gens autour de certaines valeurs, les valeurs de l'entreprise, les valeurs du projet, de ce qu'on veut faire, comment donner du sens à ce qu'on fait. Et donner du sens est très important aussi en période de crise et pour stimuler la réflexion, pour dire finalement pourquoi on fait tout ce qu'on fait. Et donc, plus adapté pour l'un, je dirais en temps normal, parce que effectivement, les objectifs, on va les atteindre plutôt demain. Donc, vision pour aller plus loin. Toujours garder ça en tête. Mais en période de crise, c'est plutôt ici et maintenant. Il faut que tout cela soit cohérent avec ce qu'on veut faire de façon générale, mais sans nécessairement avoir une destination bien définie ou bien précise à ce moment-là. Donc, pour finir, on a plusieurs formes, je dirais, d'intelligence qui font qu'on survit en tant qu'humain et en tant que leader. Donc, je les définis trois. Le leader impulsif, donc c'est celui qui, action-réaction, pom, il est super rapide et en général pour lui-même efficace. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle l'agile smart. C'est un gars qui est super rapide dans sa tête. Lui, il a compris avant tout le monde. Et en fait, il met tout en route quand lui a compris, lui ou elle. Et en fait, le caring smart, c'est celui qui a compris que c'est pas quand lui qu'il a compris est seul avoir compris qu'il faut mettre tout le monde en route, mais c'est quand tout le monde a compris qu'il faut mettre tout le monde en route. Donc il va prendre le temps que tout le monde comprenne et utiliser cette intelligence collective avant de mettre les choses en mouvement. Donc d'un côté, on va avoir ce qu'on connaissait sous le nom de quotient intellectuel, le IQ. À l'autre extrême, c'est plutôt le emotional quotient, le EQ, qui dit que l'intelligence émotionnelle va faire que j'ai compris vite, et j'ai mis les choses en mouvement quand les autres aussi ont compris. En gros, c'est quand il y a le feu dans l'immeuble, c'est le dernier qui sort, pas le premier. Voilà à peu près ce que je voulais illustrer. Donc, besoin des deux, le visionnaire, mais aussi le ralentisseur, donc retenu avant la mise en action. Alors, des questions. Je vois que Sophie faisait une petite remarque sur le fait que ça lui rappelait la pyramide d'Elisabeth Kübler-Ross.
Oui, c'est une autre façon de présenter les choses. Elle n'est pas. Oui, en fait, ça détaille beaucoup plus comment on a compris quand on est déjà en phase de sortie. Donc il y a le déni d'un côté. Bon, oui, je connais bien ce cycle et est tout à fait pertinent. J'aurais pu présenter autant que l'autre. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Mhm. on parle du cycle du deuil, notamment. OK. Donc, d'autres questions? Comment est-ce qu'on fait pour avoir du feedback sur son positionnement? Alors, Des questions. je dirais Des questions. avant la crise, je disais, il y a un seul test pour vérifier si on est un leader ou pas. C'est de demander aux gens qui les suivent, est-ce qu'ils le reconnaissent comme leader. En gros, déjà, il faut avoir des suiveurs. Si personne ne suit, s'auto-préclamer leader n'est pas suffisant. Et tous les tests, on peut passer plein de tests ou plein de feedback. Il y a ce que les gens disent, et quand on est dans une position de pouvoir, on n'a pas forcément la vérité. On demande à ses collaborateurs, ils vont vouloir vous faire plaisir. Donc, il y a des tests indirects à voir, mais s'ils vous suivent et qu'ils vous soutiennent, ça, c'est le meilleur feedback. Et après, comment avoir un vrai feedback sur son positionnement? euh, je ne suis pas un grand adepte de faire ça par les tests, mais il y a des moments de vérité. C'est-à-dire, on peut soi-même aller en permanence voir combien on est accroché ou décroché par rapport aux autres qu'on veut engager. Et il y a plein d'indices qui sont des signes d'engagement. Et il y a aussi plein de tests sur comment on mesure l'engagement des autres. Et la plupart des gens vont dire, je lève la tête, je les regarde et je vois à leur visage, leur expression, leur mimique, s'ils sont engagés ou pas. Et une autre façon de le tester, c'est quand vous voyez qu'il y a des gens qui vont faire quelque chose pour vous sans qu'ils n'aient l'obligation de le faire, ça c'est un vrai signe d'engagement et un vrai signe pour un leader que vous avez des gens qui vous suivent. Merci Joe. Il y a une question qui est pour Patrick et moi-même, qui demande est-ce que la mafia offer, de par son caractère innovant ou perturbant, ne condamne pas à avoir des Superman de la vente? Tu vois, C'est bien essayé. C'est bien essayé. on a des clients qui réfléchissent comment nous mettre dans l'embarras face à nos positions. Alors, vas-y, commence, fais une réponse, je rajouterai ma pierre. Alors, la mafia offer, aussi complexe, enfin aussi perturbante soit-elle, va être en général très très simple. Elle va être très très simple. L'exemple que donnait Patrick est de dire, par exemple, il y a un exemple qui est assez connu dans la construction d'immeubles. On est capable de livrer un immeuble 3 mois plus tôt. Quand on connaît le coût de portage financier d'un immeuble en cours de construction par rapport à un immeuble construit, on peut proposer d'être 15-20% plus cher que la compétition, mais on livre 3 mois plus tôt. Et si jamais on est en retard, c'est-à-dire qu'on livre en même temps que la compétition, on est 20% moins cher. Ce n'est pas terriblement compliqué à expliquer et c'est quelque chose qui peut se formaliser par une très belle démonstration, par des outils qui ne nécessitent pas d'avoir été faits par le Superman lui-même. C'est un travail d'équipe. Donc, le Superman, en fait, le vendeur, celui qui va être face au client, il va avoir seulement besoin de se préparer à cette partie-là de son travail. Donc, c'est quelque chose qui est finalement, on peut s'entraîner à ça pendant 2 semaines. Au bout de 2 semaines, on connaît à peu près toutes les différentes façons de répondre à toutes les différentes ruses que le client va pouvoir mettre en face de lui. C'est ça l'idée dont on n'a pas besoin d'un Superman. C'est que si on découpe les tâches en tâches plus simples, eh ben, quelqu'un de normal va pouvoir la maîtriser et va pouvoir la maîtriser au sens mastery, au sens maîtrise de sa tâche. Et du coup, c'est ça qui rend la chose possible, même dans les mafias offer. Et pour compléter ce que dit Jean-Christophe, parce que je suis évidemment d'accord avec lui, la difficulté, elle est de préparer la démonstration de l'offre. Parce que chez votre client ou prospect, au début, c'est le scepticisme qui va régner. Comprenez bien que vous êtes en train de lui montrer qu'il a acheté depuis
des années d'une façon qui n'est pas la bonne. Alors certes, l'offre n'existait pas dans le marché, mais il n'a pas fait l'effort non plus, lui, de décrire son besoin aussi précisément que vous l'avez fait, et donc il s'est mis à acheter à côté de son besoin. Donc ça, c'est très troublant. Il y a tout un point, le point 4, dans lequel il faut que l'offre soit intelligible pour l'acheteur potentiel, et il faut apprendre à communiquer. Donc, je reviens au point qu'évoquait Jean-Christophe, le training. Il y a peu de gens qui font du training sur leurs commerciaux en disant, même si j'ai bien découpé les tâches, puis c'est ce qu'il doit faire, etc. Personne ne fait de feedback. Tu as été comment sur une échelle de 1 à 10, plutôt 7, plutôt 4, plutôt 8, sans que ce soit une sanction derrière ou autre chose qu'une conversation pour l'amélioration. Donc, sur le sujet du commerce, il y aurait beaucoup à dire et je vous invite à vous tourner vers votre conseiller Melson pour en parler avec lui et avoir une sérieuse conversation sur le sujet. Ça peut faire des merveilles dans votre organisation, mais surtout, effectivement, il n'y a pas besoin d'un Superman. Il y a besoin d'être vous-même, c'est-à-dire des êtres humains avec leurs qualités, avec leurs défauts, avec leurs variations selon les jours et la pleine lune, et que vous ayez bien dormi ou mal dormi, etc., etc. Mais quelque chose qui fonctionne généralement de bonne manière. Je veux bien rajouter un commentaire en fait pour les deux, parce que dans une offre de type décalé Mafia Offer, il n'y a pas que la vente. C'est-à-dire qu'il faut que toute la machine, l'entreprise entière, s'assure qu'on a livré dans les temps et tenu la promesse. Donc le super vendeur qui lui seul va faire la différence, comment on va faire pour que tous les autres s'assurent que tout est mis en place pour qu'on n'ait pas un jour de retard, qu'on ait ces 2 mois d'avance si on était dans l'exemple que Jean-Christophe a cité, et tout de bout en bout, c'est-à-dire de la paperasse à la facturation, aux gens qui répondent au téléphone en cas de questions, mais aussi aux équipes de production, de suivi. Toute la machine doit se mettre en marche et c'est pas juste une personne, le Superman, qui va faire la différence. Voilà, pour conclure, je vous rappelle que l'art du management, c'est de faire une boîte extraordinaire avec des gens ordinaires.